Alors, chapitre 2, ce que je voulais évoquer, c'était un petit peu la recherche de la 7e orange. C'est un petit peu le concept des accompagnements. C'est-à-dire la 7e orange, c'est le projet ou les projets qui te permettent de cheminer le plus vers toi, vers tes désirs profonds, et donc d'accomplir parfois des choses qui sont inconscientes, mais que tu as envie de réaliser. Donc, un projet à la fois. Donc, il faut saisir les oranges au fur et à mesure. Alors, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis assez curieux parce que je n'ai pas toujours cet échange avec mes clients et donc je suis curieux de ça. Comment, et surtout parce que moi, tu sais que je m'auto-coach ou je suis mon propre dictateur, donc c'est un peu différent. Du coup, j'ai un rapport avec mon dictateur qui est différent. Mais comment c'est de se laisser guider par quelqu'un ? De se laisser guider par quelqu'un ? C'est beaucoup de choses en même temps. D'abord, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même un choix de se laisser aller là-dessus. Pour moi, c'était rassurant parce que ça pose quand même un cadre. Et plus particulièrement avec toi, tu es tellement clair dans tes intentions et tu es tellement cohérent que même s'il y a des choses qui paraissent compliquées à comprendre, qui paraissent en dehors de ce qu'on peut imaginer, de notre mode de pensée. Tu veux dire les références cinématographiques ? Comment ? Tu veux dire les références cinématographiques quand Oui, je t'ai voilà, perdu avec Hitchcock, les c'est ça ? références cinématographiques où Mickaël me perdait la moitié du temps, où j'étais là, je comprenais rien du tout. Je vais enlever ça du coaching. Non, mais parfois, oui, ça c'était un peu compliqué, mais en fait, au-delà de ça, ça pose un cadre qui est tellement clair que ça avance. En fait, ça permet de faire des bonds. C'est ça aussi l'intérêt de ce travail, c'est qu'on fait des bonds en avant, séance après séance, qui sont hallucinants. C'est un travail en accéléré. Enfin, peut-être que là, on a travaillé combien de temps ? Ça fait 6 mois. 6 mois, ça fait 6 mois. J'ai l'impression que ça fait un mois. C'est passé à une très, très vitesse. En fait, 6 mois de travail, ça paraît long, peut-être. Mais en fait, en 6 mois, on accomplit l'équivalent de ce qu'on pourrait faire en années. Parce que, et c'est ça l'intérêt de ton accompagnement. C'est parce que toi, tu déclenches des choses, tu plantes petit à petit. Et parfois, ça prend, parfois, ça prend pas. Mais quand ça prend, ça fait des baobabs. Donc, c'est ça, c'est se laisser guider. C'est une très bonne, un bon exercice de lâcher prise. Et du coup, tu as ressenti quoi ? Moi, j'étais au début méfiante. Et ça, c'est normal. C'est normal. Et après, je me suis sentie en confiance. Je me suis sentie accompagnée. En fait, c'est l'idée de ne pas être seule. En fait, entre les séances, il y a des moments de passage à vide. Il y a des moments qui sont difficiles. Parfois, j'ai paniqué parce que je ne savais pas ce que j'allais te dire. Et après, il y a le moment où on accepte que parfois, je vais arriver à la séance et j'aurai rien à te dire. Ouais, ça fait partie du travail. Mais sauf que et c'est là l'intérêt et la bonne sensation d'être guidé, c'est parce que toi, tu es là pour redonner, recentrer le travail, dire ok, c'est pas grave, commence par là. Ou non, mais ça, peut-être que c'est secondaire. Tu vois, tu remets les priorités, tu replaces les choses dans le bon ordre. Ouais, c'est moi qui tiens l'agenda, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Et ça, ça te donne une vraie sensation de plénitude, d'énergie, de confiance, d'amour aussi dans un sens. L'amour. Si je peux me permettre ce mot, parce que c'est pas la relation du coach qui est mais c'est-à-dire que c'est peut-être pas fait pour ça, mais il y a quand même un soutien. C'est comme une rencontre. Pour moi, je le vois un peu comme ça. C'est une rencontre, il faut qu'il y ait un fit. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas de fit, ne serait-ce que sur les valeurs, tu vois, il y a un truc, en tout cas pour moi, qui est très important. S'il n'y a pas de fit sur les valeurs et que je sens qu'il y a un moment où ça va accrocher, on va s'accrocher quand on va rentrer dans des sujets un peu complexes. Et là, ça ne pourra pas fonctionner, en fait. Ouais, bien sûr. Il faut quand même qu'à ce niveau-là, on soit aligné. Et je reviens sur ce que tu disais, c'est qu'effectivement, parfois, entre les séances, j'imagine qu'il y a de la peur, ou il y a effectivement de l'appréhension sur ce que mais en même temps, cette appréhension, elle participe du chemin de construction personnelle. Ouais, c'est-à-dire qu'à la fois tu sais qu'il y a un objectif, à la fois tu sais qu'il y a des choses à rendre, à la fois tu sais qu'il faut que tu donnes le max pour chaque séance, et c'est hyper exigeant. Et en même temps, parfois on n'y arrive pas. Et le fait et c'est la difficulté, je trouve, quand on essaie de travailler seul,
bah, parfois on n'y arrive pas et du coup on se démotive, on laisse tomber, Exactement. on fait rien, etc. Le fait d'être accompagné, bah, parfois on n'y arrive pas et en fait on se rend compte que c'est pas grave de pas y arriver. Et donc déjà, ça participe de l'acceptation de l'échec, de l'acceptation oui. de... Non, mais ça permet, c'est évident que l'accompagnement, et d'autant plus avec toi, ça permet beaucoup plus de choses. C'est quand même le fait d'être guidé, c'est une chance, mais énorme, de pas être face à soi-même, d'avoir aussi. C'est sympa de pas être face à soi-même. Non, et bien sûr, mais c'est aussi pour des projets. C'est aussi, pour ma part, c'était de challenger mes projets. C'était de me faire avancer, parfois pour des choses qui étaient un peu en dehors de notre travail, etc. Que toi, tu puisses challenger les idées, remettre les choses en place. C'est quand même une chance dingue d'être guidé. C'est aussi une chance quand même dans les deux sens, c'est-à-dire que j'en profite quand même au passage, au-delà de l'admiration, il y a un sujet pour moi, je te l'ai déjà dit, mais je me sens extrêmement privilégié de la relation qu'on a de confiance, et de effectivement, ça marche parce qu'il y a cette relation de confiance, et c'est parce que je sais que je peux tout te dire librement, et tout pointer de sujets sur lesquels il y a des difficultés, mais en même temps en venant avec des solutions, évidemment, que effectivement je peux te tirer vers le haut, et du coup c'est une relation qui est extrêmement fluide, facile, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, et c'est la condition je pense pour que le travail Mais fonctionne. j'en profite d'ailleurs pour rajouter que souvent quand on me posait la question de quand je devais expliquer qui tu étais, voilà, et que j'arrivais pas forcément à poser un mot sur est-ce que c'est un coach, est-ce que c'est voilà, bon maintenant je dis coach, c'est plus simple, mais c'est une relation qu'on a avec personne, et c'est ça aussi la sensation qui est une idée qui est importante dans le fait d'être guidé par quelqu'un d'extérieur et d'avoir ce guide, ce coach avec soi, c'est que c'est un cadre qui est unique, et donc ça permet beaucoup plus de choses. On a accès personnellement, et toi tu as accès chez nous à des choses qui sont complètement que tu dirais pas à tes parents, que tu dirais pas à ton frère, que tu dirais pas à tes amis. Ça n'existe pas, ce genre de rapport. Et c'est pour ça autrement. C'est pour ça que ça peut marcher aussi, parce Bien sûr. tu acceptes de partager des choses, et j'accepte de te poser des questions parfois extrêmement intimes ou complexes, ou là où ça fait mal, justement pour te tirer vers l'eau, mais justement parce qu'il y a cette relation. Ouais. Mais c'est pour ça, moi, j'ai les amis avec qui j'en ai parlé, etc. C'est ce que je dis le plus, et c'est pour ça que je les pousse à faire ce genre de travail. Et je leur dis, alors pour elles, c'est compliqué de comprendre, mais je leur dis, c'est ça qu'il faut imaginer, c'est que c'est une relation qui n'a pas d'autre équivalent. Donc, vous allez faire un travail qui n'est pas un travail de psy, qui n'est pas un travail de... Voilà, donc... Beaucoup de psychanalyse quand même dans le travail. Oui, évidemment. C'est plus que ça. Je le dis pour ceux qui seraient intéressés, il va falloir se confronter à sa réalité psychique. Ah, mais on peut pas commencer quelque chose comme ça si on n'a pas envie de se regarder. Hein. Psychiquement... Mais c'est le point de départ, je pense. Bien sûr, évidemment. Et alors, c'est marrant parce que on a déjà évoqué, je voulais te poser cette question, mais on a déjà évoqué le fait que les étapes n'étaient pas forcément claires pour toi au fur et à mesure, et que du coup tu t'es laissé guider, etc. Maintenant, avec le recul, est-ce que tu vois comment je t'ai emmené à la fois dans l'introspection? Est-ce que tu vois comment je t'ai emmené dans la projection? À quel moment? Ou c'est encore... où t'as pas pris le temps de faire le recul là-dessus? Je l'ai fait complètement spontanément en exposant mon projet de documentaire à mon père. Et j'en ai profité pour faire un point. On fait des points régulièrement avec Michael sur les points d'étape, en fait, de où on en est dans le travail, ce qu'il faut souligner, des qualités, des points d'attention, etc. Et ces points-là, on les fait qu'entre nous. Donc moi, pour mes parents, personnellement, il n'y avait pas forcément de retour. Et donc d'avancer. Voilà. Et donc, quand j'ai présenté mon projet de documentaire, j'en ai profité pour faire un point sur ce que j'avais fait jusqu'à présent avec toi, etc. Et en fait, j'avais jamais fait ça. Et en le présentant, c'était très clair. Donc j'ai présenté, je dis voilà, de telle date à telle date, environ 1 mois, 2 mois, on a travaillé sur ces outils-là, et en parallèle là-dessus, et ça m'a permis d'ouvrir un peu mes horizons. D'abord, la première étape, c'était quand même la projection à long terme. Puis ensuite, on a essayé de recentrer, on a exploré des choses plus en profondeur avec la carte mentale, où là, on est allé chercher chaque point
Du coup, oui, c'est devenu, si je peux faire du coup un aparté, effectivement, avec toi, on a commencé par la projection, parce que Ouais. c'est ce qui bloquait en premier, la projection à long terme. On aurait pu commencer par la carte mentale et plus commencer par l'introspection. Mais c'est vrai que du coup, on a fait d'abord projection, puis ensuite introspection. Est-ce que tu veux parler un petit peu de soit des outils, si tu as envie, enfin, si y a un truc qui t'inspire, ou est-ce que tu veux dire, est-ce que tu sais ce que ça t'a appris maintenant avec le recul, est-ce que tu as appris ou Le travail d'introspection et de projection, ouais, l'ensemble? Est-ce que ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, la projection, comme tu disais, qui bloquait beaucoup avec moi, ça m'a changé totalement ma perspective de projection. En fait, c'était pas une question de se donner une idée précise de ce que j'allais faire plus tard et de savoir tout de suite. C'était se permettre de se projeter. Et ça, c'était déjà un truc que j'arrivais pas à me projeter, j'arrive pas à me voir à long terme parce que je ne me permettais pas. Et notamment, on a commencé par la bucket list, c'était la première chose. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais quel outil super fun. Mais quand j'ai commencé à travailler... J'adore que tu dises ça. Est-ce que ça t'a fait peur au début? Au début, c'était compliqué. La bucket list, c'était un enfer. Alors que aujourd'hui, je le vois comme quelque chose mais génial. Je me dis, mais j'adore revenir dessus. C'est une sorte d'aide à rêver, quoi. Exactement. Ça t'aide à rêver et à projeter les rêves que tu veux vraiment réaliser, comment tu peux les réaliser, en les structurant, Exactement. etc. Mais Et c'est un exercice extrêmement difficile, tu soulignais très bien le point. La première étape pour pouvoir le faire, c'est déjà d'une certaine manière d'accepter de rêver et donc d'accepter de se projeter. Et malheureusement, beaucoup de gens en fait s'arrêtent là. Et donc tout le sujet, je reviens sur du coup l'objet de l'admiration, mais accepter de rêver, quoi. Accepter de projeter des choses et après vous verrez comment. Mais déjà le rêve c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis ça fait vivre l'espérance, donc faut y aller, quoi. Mais ça, c'est rassurant pour la vie entière. Pourquoi c'est rassurant pour la vie entière? Parce que ça veut dire que cette bucket list là, elle va être actualisée et que je pourrais refaire la même chose dans 30 ans avec d'autres choses. Et ça veut dire que le rêve ne s'arrête pas. Moi, j'avais qu'une angoisse, c'est d'avoir le chemin de vie qu'on me demande d'avoir, de devoir accomplir être dans tel job, gagner tant d'argent. Et en fait, tu soulignes un truc qui est intéressant, pardon, je te coupe. Oui, vas-y. Tu soulignes un truc qui est intéressant, c'est-à-dire que la bucket list, quand elle est bien faite, quand on l'a fait, très immodestement, quand on l'a fait comme on l'a fait ensemble, effectivement, ça peut être même fait à 45 ans, quand il y a une réussite extraordinaire, pour se dire, ok, maintenant, comment j'apprends à rêver, comment je m'ouvre à d'autres rêves. C'est quand même mais des rêves qu'on peut attraper quand même. C'est aussi ça, c'est la dualité, c'est que c'est toujours des rêves qu'on peut attraper. Oui. En fait, ça va du rêve qui paraît grand, qui paraît parfois inatteignable, etc., à des choses qui sont de la vie de tous les jours, mais qui rendent notre vie, qui pourraient nous permettre de nous réaliser autrement. Ça va d'apprendre 5 langues à partir au Mexique faire un saut en parachute. J'en sais rien. C'est des choses qui sont très très larges. Il y a même des choses beaucoup plus bêtes et beaucoup plus accessibles que ça. Il y a aussi des choses du quotidien. Voilà. Et je me souviens quand j'ai commencé à bosser sur cette bucket list, je l'ai écrit sur papier. Ça m'emmerde. Je n'arrive pas à faire cette bucket list. C'est difficile. Et ma liste, pour l'instant, me paraît nulle. Parce que j'arrivais pas à mettre des choses qui sont plus simples, plus futiles, qui paraissent plus futiles, mais qui sont en fait essentielles. Elles sont essentielles parce que les choses qui sont plus futiles dans la bucket list, elles participent de notre bonheur quotidien. Et ce bonheur quotidien, c'est la base pour l'accomplissement à court, à moyen, à long terme. D'où l'intérêt de cette bucket list qui classifie quand même, il faut le préciser, les différents projets entre du long terme sérieux, du long terme un peu plus léger, du court terme sérieux, du court terme léger, qui permet d'avoir un panel de choses très large, en fait. C'est ça qui est super. Du coup, d'une certaine manière, j'ai l'impression que ce que tu exprimes, c'est que quand tu n'es pas à ce niveau de liberté, d'ouvrir autant les possibles, ça fait peur. Ouais. Et puis une fois que tu passes le cap, c'est l'inverse. Tu as juste une autoroute avec une voiture avec carburant infini devant, et puis tu peux aller où tu veux, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que du coup, tu arrives maintenant, après cette conversation, après toutes les conversations qu'on a eues ces dernières semaines, tu arrives à voir ta progression ou pas? Je veux dire, de manière... on pourrait rentrer dans tous les détails, on pourrait faire une carte mentale de tout ce que tu as accompli, c'est ça, de ta progression, etc. Mais est-ce que tu arrives à voir du coup toute ta progression quand même sur les 6 mois? Oui, évidemment, ma progression, déjà parce qu'elle s'est matérialisée dans des projets.
Mais plus que ça, parce que en tant que personne, j'étais tellement heureuse de t'entendre me dire aujourd'hui que je me suis rapprochée de ma 7e orange. Ça m'a fait tellement plaisir. Parce que pendant longtemps, j'étais là, bon, elle est où cette 7e orange là? Mais tu voulais rajouter? Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est là, t'en es, toi, si j'ai le droit de le dire, à l'étape où tu te fais confiance, tu te connais, tu sais sur quoi tu dois t'appuyer pour trouver ta 7e orange. Et maintenant, t'as juste qu'à te faire confiance et la chercher. Et c'est déjà extraordinaire d'arriver à ce moment de confiance, de se dire, je sais pas ce que je vais faire, mais je sais sur quoi je dois m'appuyer, je vais chercher. En fait, je pense que là où je vois ma progression, c'est parce que la façon dont j'engage ou j'envisage la suite, c'est un grand terrain de jeu. Et ça, c'était pas gagné. Parce que moi, tout ce que je voyais, c'était des choses compliquées qui me correspondaient pas, le fait qu'on voulait me caser, qui me faisait peur. Et là, en fait, déjà d'avoir la perspective d'oser, de ressentir le fait que je suis dans une phase d'expérimentation, d'être en paix avec ça, ça fait partie de ma progression. Et en plus de ça, je me sens personnellement je me sens grandie, évidemment plus mature, etc. Mais aussi plus assumée. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est un de tes gros accomplissements. C'est vraiment une grosse progression pour moi. Je suis passée d'avoir vraiment des petites idées. Je commençais un peu à toucher du doigt des choses, à réfléchir, etc. Mais il y avait un gros plafond qui m'empêchait de passer de l'autre côté et d'oser. Et là, je suis passée à un cap où non seulement j'ai osé, donc j'ai pris confiance, je me suis assumée pour moi et devant les autres. Et du coup, j'ai la possibilité de me dire que je peux le refaire. Ça, c'est ça la progression. Donc, parfois, évidemment, j'ai des moments de doute, j'ai encore des moments où je suis, c'est difficile, etc. Mais ça ne partira pas. C'est-à-dire que mon accomplissement, je le ressens, je le sais. Et je pense que c'est parce que je ressens ça que je peux aussi aborder, je peux accepter mes moments de doute beaucoup mieux. Oui, parce que tu te l'es prouvé, en fait. Tu te l'es prouvé, tu l'as partagé avec les autres, tu as vu la réaction des autres, j'imagine aussi. Ça, c'est un peu des moments clés aussi, quand tu fais quelque chose d'incroyable et que tu vois dans le regard des autres le changement qui porte sur toi. Ouais, c'est ça, de surprendre les autres, de les impressionner, de leur montrer une facette qu'ils n'avaient pas du tout vue de toi. Ça, c'est merveilleux. Et alors, je reviens sur un truc que tu as dit aussi, que je trouve très intéressant. C'est que tu as dit que d'une certaine manière, maintenant, tu envisages l'avenir comme un terrain de jeu. Et je trouve que ça, c'est un sujet qui est fascinant parce que pour beaucoup de gens, il y a accomplissement, mais dans la souffrance. Et l'un des enjeux aussi, je crois qu'on a un peu travaillé là-dessus, c'est accomplir, oui, mais avec le sourire et sans être dans une positivité vide ou bête de life is good, faut voir les choses de manière positive, etc. Non, effectivement, tu le dis, il y a du doute, il y a des doutes, il y a des moments difficiles, il y a des choses à encaisser, il y a des aléas. Pour autant, quand tu es dans la bonne direction et que tu fais des choses qui t'enthousiasment, ben, c'est quand même enthousiasmant en fait. Oui, et c'est une question de trouver sa bonne combinaison. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a toujours été hyper important pour moi. J'ai un souvenir de moi quand j'avais 16-17 ans et j'ai dit à ma mère mais en fait moi tout ce que je veux c'est m'éclater. J'avais déjà cette l'équivalent de je suis pas venu là pour souffrir. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'avais déjà cette idée-là et elle m'a répondu en me disant mais le travail, c'est pas s'éclater. Pourtant, elle est super ouverte d'esprit, etc. Mais sa réponse, c'était quand même de me dire mais tu sais, quand on bosse, quand on a sa boîte ou quand on est en salarié, etc., la vie, c'est pas de s'éclater. Et je me suis vraiment dit ce jour-là, mais c'est pas possible, elle doit se tromper. Parce que moi, j'envisage pas ma vie comme ça. Bah, y a des contraintes. En revanche, tu peux trouver ta 7e orange, tu peux trouver un endroit où les contraintes qui sont les tiennes n'en sont pas pour toi. C'est ça la clé. Exactement. Et ça fait partie des accomplissements de ce travail. C'est que je suis évidemment consciente, et parce que j'en ai fait l'expérience, qu'il y a des difficultés, des moments difficiles, de doute, parfois où on n'arrive pas à se relever, où on n'arrive pas à trouver la clé pour sortir de soit la négativité, soit les doutes, soit la peur. Mais ce travail-là, il m'a quand même reconnecté à cette envie de m'éclater.
j'ai reconnecté avec la petite fille Non, mais- avec l'ado de 16-17 ans, c'est ça? Non, mais dans un sens, c'est quand même génial. Parce que ça veut pas dire qu'on fait abstraction des moments difficiles et qu'ils ne se produiront plus. Ça veut... Alors, c'est clé ce que tu dis. Pour moi, ça, c'est un sujet majeur de développement. On ne peut pas faire abstraction, mettre sous le tapis, ignorer les moments difficiles, les aléas, ce qu'on est obligé d'encaisser, les difficultés quand on monte un projet. Mais à l'inverse, il faut les accepter, voir, et surtout ce que tu disais tout à l'heure, ça, c'est la réalité. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais en sorte que soit ça me soit utile et que je m'appuie dessus, soit que malgré cet aléa, je puisse accomplir le projet que je veux réaliser. Ouais, totalement.